Bienvenue sur le podcast Bien dans mon ventre, le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans mon ventre. On se retrouve aujourd'hui avec un épisode dans lequel nous allons parler du lien entre anxiété et digestion. Si vous ressentez souvent de l'anxiété, du stress, des variations d'humeur et en même temps que votre digestion est loin d'être optimale, eh bien ce n'est peut-être pas un hasard. On le sait aujourd'hui, il existe un lien assez puissant entre l'intestin et le cerveau. Plus précisément, et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode notamment, l'état de notre microbiote joue un rôle clé dans notre santé mentale. Mais pourquoi exactement? Quels sont les mécanismes en jeu et surtout comment peut-on agir dessus? Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode. Avant de démarrer cet épisode, je vous rappelle qu'il est soutenu par Pianto, un complément alimentaire qui apporte les bienfaits de la fermentation ainsi qu'un concentré de micronutriments pour un bien-être au quotidien et je les remercie chaleureusement de soutenir cet épisode et je vous reparle de leurs produits en fin d'épisode. Alors j'espère que vous êtes bien installés pour écouter cet épisode. Moi personnellement je me suis fait une petite tasse de mon thé préféré, j'ai mon chat qui ronronne sur mes genoux donc on est pas trop mal et j'ai l'impression d'avoir 90 ans quand je vous dis ça. Que voulez-vous, c'est la vie que j'ai choisi de mener. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui revient très souvent dans les questions qu'on me pose et c'est un sujet aussi que moi-même j'ai beaucoup exploré parce que je suis concernée. Il s'agit effectivement du lien entre l'anxiété et la digestion. Pourquoi c'est un sujet qui revient souvent? Tout simplement, et aussi pourquoi moi je suis concernée, parce qu'on est très nombreux à être à la fois concernés par des troubles digestifs, mais aussi par de l'anxiété plus ou moins présente au quotidien. Moi j'ai toujours eu un terrain anxieux et d'ailleurs je vous l'avais partagé dans un podcast, je sais plus quel épisode, mais un jour je faisais du tri dans mes affaires chez ma maman et notamment mes notes d'école, mais vraiment depuis la maternelle, donc il y avait mes dessins de maternelle. Bon déjà j'étais pas très douée en dessin, ça n'a pas trop changé, mais il y avait aussi des petites notes que mettaient les profs sur un peu les comportements, etc. en maternelle et puis primaire. Et déjà, je sais plus en quelle classe c'était en primaire, il y avait un commentaire à un moment qui disait, je sais plus la tournure exacte, mais en gros, bon travail, j'étais quand même pas trop mauvaise, mais ensuite c'était écrit Anne-Sophie est très anxieuse ou Anne-Sophie est très, je sais plus, enfin il y avait déjà ce terrain d'anxiété qui était là depuis toujours, je crois, je pense que je suis née avec, probablement. Bon après il y a bien sûr la vie qui fait que on peut être amené aussi à être plus ou moins anxieux, mais c'est un sujet effectivement qui me concerne depuis longtemps, avec lequel j'ai quand même bien appris à vivre, à travailler et à concilier, on va dire, un petit peu. Mais effectivement, quand j'ai découvert pour la première fois le lien entre l'anxiété et la digestion, déjà j'ai été fascinée, voire presque choquée de me dire mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas au courant de ce genre de choses? Et en fait c'est d'utilité publique. Et là je vous parle d'anxiété, mais vous allez voir que en général dans beaucoup d'études, soit ça parle d'anxiété comme une première étape vers la dépression, ou soit ça parle carrément de dépression. Alors bien sûr l'anxiété et la dépression sont deux choses différentes, qu'on soit bien clair, mais souvent on mélange un petit peu, on va dire, l'impact mental. C'est-à-dire que souvent sous anxiété, les études que j'ai pu voir parlaient quand même d'impact effectivement mental à plus ou moins haute échelle, parce qu'effectivement un trop haut niveau d'anxiété peut amener à une dépression, même si c'est vraiment deux choses différentes. On peut aussi tomber en dépression sans être anxieux à la base, donc voilà, c'est pas forcément très très corrélé, mais moi quand j'ai découvert en tout cas vraiment le lien entre notre digestion et à l'époque on parlait surtout de dépression,
J'ai été vraiment presque choquée parce que c'est un sujet aussi qui a concerné un membre proche de ma famille, dont je vous ai déjà parlé aussi dans quelques épisodes de podcast. Et là je me suis dit mais en fait peut-être que si à l'époque on avait su ça, on aurait pu aider cette personne. Et voilà, forcément on ne refait pas l'histoire, mais vous voyez, il y a vraiment ce truc de se dire mais il y a tellement de personnes malheureusement qui sont concernées aujourd'hui par l'anxiété et ou la dépression. La dépression parfois à des stades vraiment très très avancés. Il y a des personnes qui se suicident aussi suite à des dépressions, et je me dis mais peut-être que si on s'était penché sur leur digestion, on aurait pu les aider. Ce qui veut pas forcément dire que il suffit de prendre un petit probiotique quand on est déprimé et que tout va mieux. Ne faisons pas des raccourcis là où il n'y a pas lieu d'en être. Mais en tout cas, c'est quand même un domaine sur lequel je trouve que on a fait beaucoup d'avancées ces dernières années, mais c'est quand même assez récent. Jusqu'à peu d'années, on se focalisait en cas d'anxiété ou de dépression uniquement sur le cerveau. On se dit, bah ça se passe dans le cerveau, donc on va se focaliser sur le cerveau. Ou sur le système nerveux, mais du coup on se focalisait pas trop sur le système digestif et son lien avec le système nerveux notamment. Voilà, c'était une très longue introduction, parce que vous le voyez, c'est un sujet qui me tient à cœur, mais voilà, je voulais vraiment déjà remettre un petit peu tout ça dans le contexte, et maintenant on va pouvoir attaquer vraiment avec qu'est-ce que c'est que cet axe intestin-cerveau dont on parle effectivement beaucoup aujourd'hui, et qui est un peu, on pourrait dire, c'est un peu la connexion biologique entre nos émotions et notre digestion. Globalement, c'est un peu ça. Et je sais que ça peut paraître complètement décorrélé, mais finalement, bon, quand on y pense, c'est assez logique. De toute façon, voilà, si je reprends déjà les trucs de base, on a tous vécu le truc de on est amoureux, on a comme des papillons dans le ventre. Au contraire, on a très peur d'un examen à passer, on a l'estomac tout noué, on n'a pas du tout faim, et voire on a le transit un petit peu accéléré. Voilà, tout ça, on le sait tous plus ou moins instinctivement, mais on fait pas forcément le lien entre les deux. Donc on dit souvent que l'intestin, c'est notre deuxième cerveau. Moi j'aime bien plutôt appeler ça notre cerveau émotionnel. Je trouve que vraiment l'intestin, c'est pas forcément un deuxième cerveau dans le sens où il va pas réfléchir comme le fait notre cerveau. En revanche, il va vraiment canaliser et impacter énormément nos émotions. Donc pour moi, c'est un peu notre cerveau émotionnel. Donc il faut savoir déjà que notre intestin, il est tapissé de millions de neurones. Déjà rien que ça, la première fois que j'ai entendu ça, ça a fait un bug dans ma tête de me dire attends, comment il peut y avoir des neurones dans le cerveau et dans les intestins? Je pense que c'est peut-être parce qu'on a cette image, en tout cas moi c'était mon cas, que les neurones c'est ce qui nous sert à réfléchir, à formuler des pensées, à apprendre des choses, etc. Donc on se dit attends, enfin les neurones ils sont dans le cerveau, ils sont pas dans les intestins. Mais en fait, les neurones, c'est simplement des connexions qui permettent effectivement des échanges d'informations notamment, et de la création d'informations. Et ben oui, effectivement, il y en a des millions dans l'intestin, donc ce qui est quand même beaucoup. Alors il y en a beaucoup moins que dans le cerveau, bien sûr, mais il y en a quand même beaucoup dans l'intestin. Et ils communiquent en permanence avec notre cerveau. C'est-à-dire que c'est pas juste des neurones qui sont à distance du cerveau et qui font leur petite vie tranquille dans leur coin, c'est vraiment une connexion entre notre cerveau et nos intestins. Et cette connexion, elle se fait via le nerf vague, dont vous avez probablement entendu déjà parler, qui est vraiment l'autoroute principale de cette communication. C'est-à-dire que le nerf vague, il relie effectivement notamment le cerveau et les intestins, et il va vraiment faire... c'est une autoroute de communication. Donc il y a vraiment énormément d'infos qui communiquent entre les deux, sauf qu'il y a un truc qui est quand même assez incroyable, c'est que a priori il y a environ 90% des informations qui circulent de l'intestin vers le cerveau, donc c'est-à-dire du bas vers le haut, et non l'inverse. Alors qu'on pourrait se dire que comme c'est dans le cerveau qu'il y a le plus de neurones, les informations elles partent du cerveau et ensuite elles vont influencer notre intestin. C'est-à-dire par exemple, si on se dit je suis stressé, ça se passe dans le cerveau, hop, ça va venir impacter mes intestins. Et en fait, c'est pas forcément toujours comme ça que ça se passe, et la preuve c'est qu'il y a 90%, donc c'est-à-dire une énorme majorité, quasiment presque une totalité, d'informations qui circulent de l'intestin vers le cerveau. Donc ça montre bien que ce qui se passe dans nos intestins, ça va influencer directement notre état mental. Et ça, il y a eu plusieurs études qui l'ont montré, alors c'est souvent des études qui sont malheureusement assez cruelles sur des animaux, notamment souvent sur des souris, où en fait ils ont testé un état dans lequel ils avaient coupé le nerf vague des souris, donc c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de communication entre le cerveau et les intestins. Et en fait, l'impact du microbiote, c'est-à-dire l'impact de ce qui se passait notamment dans les intestins, sur l'anxiété disparaissait. C'est-à-dire que c'est des souris qui ne ressentaient quasiment plus l'anxiété. Donc là, on se dit c'est un peu bizarre, parce qu'on pensait que ça venait du cerveau et que ça impactait les intestins. Non, en fait, c'est vraiment l'inverse, et ça prouve clairement que les bactéries intestinales, elles influencent notre cerveau via cette connexion. Donc ça, c'est assez dingue, parce que souvent, quand on est un peu anxieux, stressé, on va tester des choses
plus pour impacter le cerveau et le système nerveux, ce qui est pas du tout inutile, hein, bien sûr, hein, je suis pas en train de dire que tout ce qu'on peut faire pour diminuer l'anxiété et le stress, comme par exemple la respiration, l'écriture, tout ce qui peut nous faire du bien, je suis pas en train de dire que c'est pas utile du tout, hein. Mais souvent on oublie cette composante qui est que notre état digestif va aussi énormément impacter notre état émotionnel. Donc en fait tout ce qu'on va manger, la façon dont on va digérer, la façon dont on va prendre soin de notre microbiote, eh bien ça va influencer notre état émotionnel. Et ça, c'est quand même une grosse partie du problème. Donc maintenant, si on rentre un petit peu plus dans le détail de comment notre microbiote influence notre anxiété. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a certaines bactéries dans notre microbiote qui produisent des molécules qui vont impacter notre cerveau. Ça, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans plusieurs épisodes de podcast. Parce que c'est pareil, ça a été une découverte que quand je l'ai faite, je me suis dit mais c'est trop important et ça j'en avais jamais entendu parler avant. Et il s'agit notamment des AGCC, donc des acides gras à courte chaîne, ou à chaîne courte, c'est comme vous voulez. Et bien tout simplement, ça je vous avais déjà expliqué qu'il y a certaines bactéries, notamment bien sûr des bactéries bénéfiques, hein, c'est-à-dire des bactéries dont on a envie qu'elles soient présentes et qu'elles soient présentes en nombre suffisant et surtout qu'elles fonctionnent bien, et bien ces bactéries elles vont sécréter des composés presque un peu comme des composés calmants, donc notamment ces fameux AGCC, notamment le butyrate qui est un des plus connus dans les acides gras à courte chaîne, même s'il y a aussi l'acétate et le propionate. Et ça a vraiment des propriétés calmantes, c'est-à-dire que lorsqu'elles vont arriver dans notre cerveau, elles vont avoir vraiment ces propriétés relaxantes, calmantes, de par leur effet notamment anti-inflammatoire. Et à l'inverse, il y a certaines bactéries, plutôt les bactéries néfastes on va dire, ou en tout cas celles qui, si elles sont présentes en trop grand nombre, ou même parfois certaines familles, même si elles sont présentes en tout petit nombre, elles vont sécréter des substances qu'on appelle pro-anxiété, notamment des toxines ou ce qu'on appelle des cytokines pro-inflammatoires, c'est-à-dire qui vont favoriser l'inflammation. Et l'inflammation de toute façon va engendrer un stress et une anxiété, puisque l'inflammation, de base, pour le corps, c'est un stress. C'est-à-dire que l'inflammation, elle est nécessaire dans beaucoup de cas pour éliminer des choses qui sont néfastes, pour réparer des tissus, etc. Donc c'est un mécanisme qui est normal et qui est absolument nécessaire pour le corps. Le problème, c'est quand ça devient trop important ou trop chronique, trop récurrent. Et là, ça crée un stress sur le corps parce que le corps n'est pas forcément fait pour avoir une inflammation trop importante, ou en tout cas, ou même une petite inflammation, mais qui est là tout le temps. Et donc ça va créer un stress sur le corps et donc un stress sur aussi notre système nerveux et notre état mental. Donc vous voyez qu'en gros, selon la composition de notre microbiote, on va plutôt avoir une sécrétion soit de composés calmants qui vont plutôt avoir un effet un peu zen, et là je vous parle des AGCC, mais vous allez voir que, donc des acides gras à courte chaîne, mais il n'y a pas que ça, vous allez voir, on va le voir plus en détail après, mais il y a aussi des bactéries qui vont à l'inverse sécréter des substances qui vont vraiment nous rendre plutôt anxieux. Donc déjà ce que ça nous montre, c'est qu'un microbiote déséquilibré, ça va favoriser l'inflammation et donc la sécrétion de molécules toxiques pour le cerveau. Donc là c'est important de voir à quel point l'état de notre microbiote va vraiment influencer directement notre état mental. Ensuite un autre point, c'est un petit peu ce cercle vicieux entre stress et anxiété. Ça va être vraiment un peu un cercle vicieux avec la digestion. Tout simplement parce que le stress chronique, il va modifier la composition du microbiote. Ça, il y a beaucoup d'études qui le montrent aussi aujourd'hui. Il va notamment appauvrir certaines bonnes bactéries et il va aussi augmenter la perméabilité intestinale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que déjà notre microbiote il va être déséquilibré, donc on aura potentiellement moins de bonnes bactéries qui vont sécréter des petits composés calmants et plus de bactéries pro-inflammatoires qui, elles, à l'inverse, vont sécréter des toxines et des cytokines pro-inflammatoires. Si en plus de ça, on a une hyperperméabilité intestinale, ça veut dire que notre intestin va laisser passer trop de choses alors qu'il ne devrait pas en laisser passer autant. Donc potentiellement, il y a encore plus de toxines qui vont se retrouver dans notre système et donc augmenter encore plus le stress et l'anxiété. Donc le premier élément, c'est effectivement déjà le stress chronique va perturber la digestion, parce que si notre microbiote il est perturbé et qu'on a une hyperperméabilité intestinale, on va pas très bien digérer et ça va un petit peu créer des bugs techniques dans notre système digestif. Et à l'inverse, le fait d'avoir une flore déséquilibrée notamment, qui a été causée par le stress, ça va aussi fragiliser notre système nerveux et favoriser l'anxiété. Donc vous voyez un peu ce cercle vicieux dont il peut être quand même intéressant de se sortir.
c'est que effectivement le stress va engendrer une mauvaise digestion qui elle-même va engendrer encore plus de stress et d'anxiété. Donc vous voyez un petit peu la double connexion qui va se passer ici sur ça. Un troisième point important, c'est l'inflammation. On en a déjà un petit peu parlé, mais c'est vraiment un peu un facteur clé du lien entre la digestion et la santé mentale. Pourquoi ? Parce qu'un intestin qui va être inflammé, ça va altérer la communication avec le cerveau, puisque rappelez-vous, il y a 90% des informations qui partent du bas vers le haut. Donc si en bas, c'est un petit peu le bazar, c'est inflammé, ça fonctionne pas correctement, les informations qui remontent au cerveau vont déjà être un peu altérées, et en plus de ça, c'est pas des informations très positives. En gros, c'est au secours, Mayday, il y a le feu, il faut faire quelque chose pour arrêter tout ça, ça se passe pas du tout bien en bas. Donc ça va favoriser forcément un état de stress chronique. Et en plus de ça, il faut savoir que notre système immunitaire, qui lui va être perturbé par l'inflammation, donc en sachant qu'il y a une énorme partie de notre système immunitaire, en moyenne 70%, qui se trouve autour de l'intestin, parce que c'est une porte d'entrée majeure de toxines et d'éléments néfastes, donc c'est pour ça que tous nos petits soldats, ils sont localisés en grande partie dans notre système digestif. Le système immunitaire, il a aussi pour rôle de filtrer ce qui doit passer, doit pas passer, ce qui peut vivre ou ce qu'il faut éliminer. Et le problème, c'est quand il y a de l'inflammation, le système immunitaire, il est occupé ailleurs, il est en train d'essayer d'éteindre le feu. Et donc, potentiellement, il va laisser la place à des bactéries pro-inflammatoires qui, elles, vont sécréter des toxines, des cytokines pro-inflammatoires, etc., qui vont favoriser encore plus l'inflammation. Donc vous voyez que l'inflammation, je vous le disais, c'est vraiment un peu le pilier. En général, quand on est en inflammation, notre état mental, il est pas au top de lui-même. Déjà pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant, mais voilà, l'inflammation, elle va vraiment à la fois perturber la communication avec le cerveau et à la fois aussi perturber le système immunitaire. Un autre point important, c'est cette hyperperméabilité intestinale dont on a parlé un petit peu avant. En gros, ça c'est vraiment un accès direct pour les toxines, c'est-à-dire c'est la porte ouverte. Allez-y, rentrez, faites comme chez vous. En gros, vraiment, si on a une barrière intestinale qui est hyper fragile, donc qui laisse passer des choses qu'elle ne devrait pas, elle va laisser passer aussi des toxines bactériennes, et notamment ce qu'on appelle les LPS, qui est pour lipopolysaccharides, si je dis pas de bêtises. J'ai toujours du mal, celui-ci me fait un peu bugger. Et ces toxines bactériennes, en gros, c'est des toxines qui sont présentes sur la membrane de certaines bactéries plutôt néfastes, et qui, si elles restent dans l'intestin, tout va bien, puisque en gros l'intestin il est capable de les éliminer, notre système immunitaire fait bien les choses. En revanche, si elles traversent la barrière intestinale, alors qu'elles ne devraient pas, elles vont venir activer des récepteurs de stress dans le cerveau. Et donc ça va favoriser non seulement l'inflammation cérébrale, mais aussi les troubles anxieux, puisque s'il y a de l'inflammation dans le cerveau, c'est pas trop une bonne idée, en général, ça se passe pas très bien, et donc ça crée déjà de l'anxiété, mais aussi bien sûr ça peut amener sur le long terme à un développement de certaines maladies neurologiques comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, etc. Bien sûr ça se joue pas sur un jour ou une année, hein. C'est des choses qui se font à très long terme, et il n'y a pas que cet aspect-là qui va jouer, mais forcément, s'il y a des toxines qui rentrent en permanence dans le cerveau et qui vont créer de l'inflammation, et ben c'est pas... le cerveau, c'est vraiment pas un endroit où on veut qu'il y ait de l'inflammation, hein. Globalement, hein, déjà dans le corps, on n'en veut pas trop, mais alors vraiment dans le cerveau, vraiment pas beaucoup, voire pas du tout. Et donc, si en gros on a une digestion perturbée et qu'on a une hyperperméabilité intestinale, les toxines de l'intestin vont effectivement passer cette barrière, et donc ces petites LPS, elles vont venir se loger un petit peu partout, et notamment dans le cerveau, et créer de l'inflammation et donc des troubles anxieux. Ça, on peut le mesurer, entre guillemets. Alors il y a plusieurs façons de faire, mais notamment là, comme je vous parlais des LPS, on peut mesurer la LBP, qui est en gros la protéine, c'est la LPS Binding Protein, c'est-à-dire en gros le transporteur des toxines, parce que les toxines elles ont besoin d'un transporteur, elles peuvent pas se balader toutes seules, et en gros on va mesurer cette LBP, c'est-à-dire qu'on va mesurer le nombre de transporteurs de cette toxine qui a traversé la barrière intestinale et qui se retrouve dans la circulation sanguine. Plus il y a de transporteurs, plus ça veut dire qu'il y a de LPS, parce qu'on peut pas forcément doser les LPS toutes seules uniquement, sinon on aurait qu'à les doser directement, plutôt que d'aller doser le transporteur. Mais donc effectivement, si on dose le transporteur et qu'on voit qu'il est très élevé, et que ça veut dire que du coup, dans chaque petit transporteur, il y a une petite toxine, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup trop de toxines qui passent la barrière intestinale. Donc voilà, pour l'hyperperméabilité intestinale, de toute façon, ce phénomène d'hyperperméabilité intestinale, il n'est pas souhaitable du tout, hein. C'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter au maximum. Il peut arriver dans certains cas où, notamment pendant la grossesse, il y a une espèce d'hyperperméabilité physiologique,
qui est temporaire. Donc dans ces cas-là, bon bah ok, on le sait et puis ça se résout tout seul. Mais en général, si on en arrive à avoir une hyperperméabilité intestinale, de par une mauvaise alimentation, de par trop de stress, de par trop de médicaments, de par trop de consommation d'alcool, de par... voilà, il y a plein de choses qui peuvent favoriser une hyperperméabilité intestinale. Il faut effectivement s'en occuper parce que sinon, il n'y a pas que cet impact-là, il n'y a pas que l'impact du trouble anxieux, ce serait trop beau, j'ai envie de dire. Ça a énormément d'impact, mais en tous les cas, il faut s'en occuper, trouver pourquoi et résoudre ça. Et enfin, un autre point important dont je vous ai un tout petit peu parlé auparavant, c'est la production de neurotransmetteurs. Je vous disais qu'effectivement, il y a beaucoup de bactéries qui vont sécréter des AGCC, donc de petits acides gras à courte chaîne, notamment le butyrate, mais je vous ai dit qu'il n'y avait pas que ça, évidemment, puisqu'il y a aussi les neurotransmetteurs. Ça, en général, les neurotransmetteurs, on est au courant quand il s'agit d'anxiété ou de dépression, notamment la sérotonine. Souvent, certains médicaments que l'on donne, certains antidépresseurs, vont agir justement sur cette sérotonine. Ils vont être en gros, ils vont empêcher sa recapture. Notamment, il y a beaucoup d'antidépresseurs qui sont comme ça. Donc, c'est-à-dire que plutôt qu'elle soit réabsorbée dans l'organisme, on va essayer de la laisser en circulation parce qu'on considère que la personne en manque. Et bien effectivement, la sérotonine, elle est sécrétée en énorme majorité, je crois que c'est à hauteur de 90-95%, elle est sécrétée dans l'intestin. Elle est produite dans l'intestin. Et cette sérotonine, on la considère un peu comme l'hormone du bien-être, ou vous voyez, dans sérotonine, il y a sérénité presque. Donc voilà, la sérotonine, c'est vraiment ce qui nous permet d'être zen, ce qui nous permet d'être de bonne humeur, d'être serein, de se sentir bien dans notre peau. Eh bien, 95% en moyenne de la sérotonine est produite dans l'intestin. Donc vous voyez bien le tableau arriver, un microbiote déséquilibré et un intestin inflammé, ça va perturber sa production, ce qui peut bien sûr impacter directement l'humeur et l'anxiété. Donc ça, bon, en général, c'est un aspect qu'on connaît quand même, on sait voilà, que la sérotonine, elle joue énormément dans l'anxiété, voire la dépression, mais on ne sait pas forcément qu'elle est sécrétée en grande majorité dans l'intestin et que donc l'état de nos intestins va jouer sur notre état mental. Donc voilà un petit peu pour comment notre microbiote et l'état de nos intestins va influencer notre anxiété. Et avant d'en arriver à que peut-on faire concrètement pour essayer d'améliorer son microbiote et son état mental, je voulais vous parler d'un concept que l'on appelle les psychobiotiques. Les psychobiotiques, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, dans psychobiotiques, il y a psycho et il y a biotique. Ah, merci, on aurait bien deviné. Eh bien, en gros, c'est peut-être un moyen d'agir sur notre anxiété via le microbiote. En gros, les psychobiotiques, ce sont des probiotiques, donc ce sont des souches bactériennes qu'on a choisies parce qu'elles ont un effet sur la santé mentale. En gros, ces souches bactériennes, elles vont être capables de réduire l'anxiété et le stress en influençant notamment la production de neurotransmetteurs et d'acides gras à courte chaîne et aussi en modulant l'inflammation. En gros, elles vont venir aider sur un petit peu tous les aspects qu'on a vus plus haut. Il y a plusieurs souches qui ont été identifiées comme bénéfiques, notamment le Lactobacillus rhamnosus qui lui a un effet anxiolytique démontré. En gros, ça va influencer notamment aussi la production de GABA. Le GABA, c'est un petit peu le frein, on va dire, sur notre système nerveux. C'est ce qui nous permet de nous calmer, de calmer l'excitation. Et le GABA, si on n'en a pas assez, du coup, on peut être effectivement encore plus anxieux parce qu'on est un peu survolté en permanence. Et donc cette souche notamment, elle va influencer les taux de GABA dans certaines régions du cerveau et elle va aussi réduire certaines hormones liées au stress et donc du coup ça va entraîner effectivement une diminution des comportements anxieux et ou dépressifs. Il y a également la souche Bifidobacterium longum qui elle va permettre de réduire le stress et l'inflammation et il y a aussi Lactobacillus helveticus et Bifidobacterium breve qui eux vont améliorer plutôt la gestion des émotions, la résilience au stress, etc. Il n'y a pas que ces souches là et il faut pas non plus se dire si je prends un probiotique qui a ces souches là, tout va aller mieux dans ma vie. C'est pas non plus aussi simple que ça, hein. Mais effectivement, il a aussi été démontré qu'il y a présence de certaines bactéries précises qui vont, on va dire, jouer vraiment sur l'anxiété et aussi sur l'image qu'on a de soi-même. Il y a vraiment des études de plus en plus précises sur ça maintenant qui montrent que certaines souches de bactéries vont vraiment avoir un effet soit intéressant, soit néfaste sur l'organisme. Et ça, c'est quand même incroyable, parce que peut-être que dans quelques années, on pourra carrément se faire un probiotique sur mesure en fonction de l'état de notre microbiote, en fonction de nos besoins, en fonction de notre hygiène de vie, etc.
ça ce sera génial. On n'y est pas encore, mais j'ai bon espoir qu'on y soit un jour. Donc bien sûr, ces psychobiotiques, il faut les prendre aussi avec des pincettes, hein, les effets ils sont encore en cours d'étude, etc. Mais ça ouvre quand même une nouvelle piste assez passionnante pour agir sur l'anxiété via l'intestin. Et ça c'est quand même génial, même si bien sûr le fait de prendre ce type de psychobiotiques, ça n'empêche pas de faire ce qu'il faut aussi dans son hygiène de vie pour diminuer au maximum le stress et l'anxiété. Si par exemple vous êtes hyper stressé parce que vous êtes dans un environnement de travail hyper toxique dans lequel vous vous sentez pas bien du tout et que vous prenez ces petits psychobiotiques, alors oui, ça va peut-être aider ponctuellement, mais ça ne changera pas le fait que votre environnement de travail ne vous convient pas et est un énorme facteur de stress. Et donc là, il faudra peut-être envisager quelques changements. Ça peut être aussi le cas sur une situation perso, etc. Bien sûr, il faudra aller creuser aussi et se demander pourquoi est-ce qu'on subit autant d'anxiété et de stress. Mais parfois, on peut aussi subir cette anxiété et ce stress de manière un petit peu plus globale, sans forcément qu'il y ait un effet, une situation majeure qui l'influence. Dans ces cas-là, bien sûr aussi, les psychobiotiques peuvent être intéressants en complément d'autres choses. Donc maintenant, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous, la notion de, ce lien entre l'anxiété et la digestion, de pourquoi et comment l'un va influencer l'autre, parce que c'est vraiment un peu un cercle vicieux, hein, mais ça peut aussi être un cercle vertueux si du coup on le prend dans l'autre sens. Mais effectivement, notre état digestif va influencer notre état mental et notre état mental va influencer notre état digestif. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de s'occuper à la fois des deux. Et pour moi, on peut pas non plus, par exemple, s'occuper de quelqu'un qui est hyper stressé et le prendre en charge en naturopathie, par exemple, sans s'occuper de son système digestif. Même si la personne est hyper stressée parce qu'elle subit un stress au travail ou autre. Il faudra dans tous les cas s'occuper de ça et l'aider à réguler son système nerveux, mais il faudra aussi s'occuper de son système digestif avec les éléments qu'on va voir juste après. Pour moi, c'est hyper important parce que le digestif, c'est vraiment à la base de tout. Ça, je le dis souvent et c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est vraiment un concept, je pense qu'on comprend de plus en plus. Et donc, il y a plein de choses à faire pour améliorer le digestif. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer son microbiote et son état mental ? Les choses que je vais vous dire ici, c'est des choses que vous savez probablement déjà, mais demandez-vous à chaque fois, est-ce que vous les appliquez réellement ? Et c'est valable aussi pour moi, hein, parce que là je me pose un peu en donneuse de leçons, mais honnêtement, je suis aussi très concernée par tout ça, parce qu'il y a plein de choses que je ne fais pas forcément parfaitement, c'est évident. Donc tout ce que je vais vous dire là, demandez-vous à chaque fois, ok, à quel point est-ce que vraiment je le sais et à quel point je l'applique dans mon quotidien. Le premier, c'est bien sûr, pour chouchouter son microbiote et améliorer son état mental, ça va être d'avoir une alimentation variée et peu transformée, avec vraiment des aliments les plus bruts possibles, parce qu'il y a un point aussi que j'ai pas évoqué dans cet épisode, mais qui est très important, c'est que les aliments ultra transformés, ils contiennent notamment énormément d'additifs qui, eux, vont être très néfastes pour notre microbiote et donc pour notre état aussi anxieux. Et il y a d'ailleurs certains colorants sur lesquels il est carrément écrit, en gros, ne pas donner aux enfants peut engendrer de l'hyperactivité. Donc bon, déjà partant de là, vous voyez pourquoi il vaut mieux éviter quand même les aliments ultra transformés, notamment ceux qui contiennent beaucoup d'additifs, de colorants, de conservateurs, etc. Puisque tout ça, ça a un énorme impact sur notre microbiote, notre système nerveux et donc notre état d'anxiété également. Donc le premier point, c'est bien sûr d'avoir une alimentation variée et peu transformée avec beaucoup de fibres alimentaires qui, elles, vont venir nourrir les bonnes bactéries, donc les aider à sécréter des petits composés calmants, notamment des AGCC, des neurotransmetteurs, etc. Donc les fibres, on en trouve notamment bien sûr dans les légumes, les fruits, les céréales complètes, etc. Bon, je vous refais pas toute l'histoire, hein, mais demandez-vous à quel point vous consommez suffisamment de fibres au quotidien. Et aussi en incorporant si possible dans notre alimentation des aliments fermentés, comme par exemple du kéfir, de la choucroute, du yaourt, etc., qui eux vont aider à enrichir la flore intestinale, c'est-à-dire que ça va aider à rajouter des bonnes bactéries. Donc il faut à la fois des fibres, donc des prébiotiques pour nourrir ces bonnes bactéries, mais il faut à la fois aussi ramener régulièrement des bonnes bactéries pour réensemencer, on va dire, un petit peu notre microbiote et faire en sorte qu'il soit suffisamment solide. Deuxième élément que l'on peut faire pour améliorer son microbiote et donc son état mental, ça va être bien sûr de gérer son stress, puisqu'on l'a vu, un stress va perturber le microbiote et l'hyperperméabilité intestinale, donc on essaye de diminuer déjà factuellement son stress, avec des pratiques assez simples comme des pratiques de respiration, notamment la cohérence cardiaque qui est quand même assez connue aujourd'hui, c'est quelque chose qui prend 5 minutes, qui est assez facile à faire. Et je vous dis ça, mais moi-même, hein, je le fais pas assez souvent, clairement. Mais il y a aussi des techniques de méditation, il peut y avoir aussi des techniques de pleine conscience,
Voilà, tout ce qui peut vraiment vous aider à vous calmer et à diminuer votre stress, ce sera bon à prendre parce que réduire le cortisol, qui est tout simplement l'hormone du stress, ça va aussi réduire l'impact négatif sur le microbiote. Un troisième élément qui va être important, c'est de bien dormir pour régénérer son intestin. Tout simplement parce qu'un manque de sommeil, ça déséquilibre la flore intestinale et ça favorise l'inflammation. Donc on prend un objectif de, j'ai envie de dire, entre 7 à 9 heures de sommeil, parce que c'est un peu la moyenne qu'il faut par personne, mais surtout l'important c'est de voir si vous dormez suffisamment et si vous dormez suffisamment bien par rapport à vos besoins avec un bon rythme circadien, donc c'est-à-dire on essaye d'être actif le jour et de dormir la nuit si possible, parce qu'on a tendance à le sous-estimer, mais le sommeil c'est effectivement un gros facteur qui peut déséquilibrer le microbiote s'il est de mauvaise qualité. Quatrième élément, ça va être de bouger pour stimuler son microbiote, parce que tout simplement l'activité physique, elle modifie positivement la composition du microbiote et elle réduit l'inflammation. Donc ça c'est quand même pas négligeable. Et vous voyez que j'ai dit bouger, j'ai pas forcément dit faire du sport à outrance. Il suffit simplement d'être actif au quotidien, donc déjà de marcher, de si possible effectivement effectuer une activité physique un peu plus intense plusieurs fois par semaine, en fonction de vos besoins, de vos capacités, etc. Mais le fait de bouger et de ne pas être trop sédentaire, c'est-à-dire d'éviter de passer 8 heures assis devant un bureau, c'est le cas de beaucoup de personnes, c'est mon cas aussi, je travaille à un bureau en général assise, mais j'essaye dans la journée d'incorporer des micro-pauses dans lesquelles je vais bouger, m'activer un peu, me lever, pourquoi pas aller faire une balade avec mes chiens, voilà, c'est des choses toutes bêtes, mais qui peuvent déjà énormément jouer sur le microbiote et la digestion. Et enfin, un dernier élément qu'on peut faire, mais vous voyez que je le mets en dernier, parce qu'il faut pas se dire je fais juste ça et le reste je m'en occupe pas. Ça peut être d'utiliser effectivement des probiotiques ciblés avec prudence, parce que les probiotiques, on a tendance un peu à... C'est un peu le nouveau truc à la mode entre guillemets, et surtout le truc qui est un peu la réponse à tout. On se dit ah mais j'ai ça, je vais prendre un probiotique, ça ira mieux. Il faut quand même pas faire n'importe quoi avec les probiotiques, ça peut faire plus de mal que de bien dans certaines situations, notamment s'il y a un SIBO par exemple. Mais si jamais on est bien conseillé, qu'on trouve un probiotique qui nous correspond bien par rapport à nos besoins, certaines souches peuvent effectivement être intéressantes selon les profils, comme on l'a vu notamment certaines souches psychobiotiques. Mais il faut pas juste se baser sur ça et se dire tout le reste je ne fais pas, parce que bien sûr l'idée c'est de travailler sur son hygiène de vie au global, et c'est ça qui va vraiment être intéressant pour votre microbiote. C'est pas juste de prendre un petit probiotique en se disant je prends une pilule magique et donc tout va être réglé. Donc tout ça c'est important effectivement pour améliorer votre microbiote et votre état mental, mais aussi tout ce qui vous fait du bien pour limiter votre état de stress. Tout est bon à prendre, ça peut être aussi de faire du dessin, du jardinage. Voilà, si votre truc vous c'est pas du tout la méditation ni la respiration, mais que ce qui vous détend vraiment c'est d'aller vous promener avec vos chiens, comme c'est mon cas par exemple, ou de faire du coloriage, ou de prendre le temps de lire un bon livre, eh bien faites-le, tout ce qui peut aider à limiter votre stress et vous faire du bien, c'est bien sûr important. Avant de conclure cet épisode, comme convenu, je voulais vous reparler des produits Pianto, et particulièrement de leur gamme Pianto Biotique, qui est une gamme de compléments dédiés à toutes les problématiques du quotidien. Et la nouvelle formule de leur gamme Pianto Biotique est plus concentrée et moins sucrée, et son format est aussi plus économique. Et ce mois-ci, si votre foie pouvait parler, il vous dirait sûrement « Écoute, je fais de mon mieux, mais là, j'ai besoin d'un coup de main. » Parce que le foie, quand il est sursollicité par notamment une alimentation trop riche, par trop de toxines, par trop de stress, trop de pollution, eh bien, il n'émet pas d'alarme, malheureusement. Par contre, il va émettre des signaux un petit peu subtils, comme par exemple une digestion compliquée, une peau un peu terne, une langue chargée, de la fatigue au réveil, etc. Et c'est là que le produit Pianto Biotique Foie peut être une aide précieuse pour soutenir votre petit foie, grâce à notamment la présence de pissenlit et d'artichaut qui vont drainer et alléger le foie, la présence de chardon-marie qui va permettre de protéger les cellules hépatiques, et la présence de vitamines B1, B2 et B6 qui vont booster le métabolisme. Le Pianto Biotique, il a un goût naturellement sucré qui est très facile à intégrer dans votre quotidien pour à la fois du réconfort et un boost santé naturel. Personnellement, je l'ajoute tous les soirs à mon petit dessert, un petit dessert sain bien sûr, et c'est bien plus facile que de penser à prendre des gélules ou des poudres bizarres. Et avec le code Pianto10, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur votre commande pour vous faire un petit rituel simple pour remettre votre foie en pleine forme et retrouver votre énergie. Rendez-vous sur le site pianto.fr. J'en arrive donc à la conclusion de cet épisode. Donc pour résumer un petit peu les points clés qui ont été développés dans cet épisode, vous l'aurez compris, notre
intestin, il influence directement notre cerveau et notre état émotionnel. Et le stress et l'alimentation impactent notre microbiote qui en retour influence notre anxiété. Donc ça c'est un peu, j'ai envie de dire presque la mauvaise nouvelle, le fait qu'effectivement notre intestin va influencer notre état émotionnel. La bonne nouvelle c'est que des solutions existent bien sûr comme on l'a vu, notamment l'alimentation, la gestion du stress, le sommeil, des probiotiques adaptés, etc. En gros, une hygiène de vie correcte, ce sera la meilleure chose à faire pour votre petit microbiote. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura été utile et j'espère que vous comprenez mieux maintenant le lien entre l'anxiété et la digestion et le lien entre l'anxiété et l'état de notre microbiote et de notre intestin. Si cet épisode vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à le partager à une collègue ou un collègue naturopathe ou à quelqu'un qui aurait besoin de diminuer un petit peu son anxiété et à qui ces conseils pourraient bénéficier. Et pensez à me laisser une note 5 étoiles sur votre appli de podcast préféré si cet épisode vous a aidé. C'est vraiment ce qui permet au podcast d'être découvert par le plus grand nombre et de faire rayonner tous mes conseils à toutes les personnes qui en ont besoin. Et si vous êtes naturopathe et que vous souhaitez approfondir les troubles digestifs et vraiment comprendre toutes les clés du système digestif, son fonctionnement, sa prise en charge, etc., eh bien j'ai une formation gratuite qui s'appelle Les clés pour une consultation digestive efficace. C'est une formation gratuite sur 5 jours pour les naturopathes et professionnels du soin qui souhaitent accompagner des personnes souffrant de troubles digestifs et qui veulent élever leur pratique à un niveau supérieur. Je vous remets le lien de cette formation en description de l'épisode. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.